cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Espace républicain. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à Espace républicain. Cette émission charnière, votre émission, que vous suivez sur toutes les chaînes partenaires, mais aussi vous pouvez suivre sur YouTube depuis quelques semaines. Vous cliquez Espace républicain sur YouTube. Vous pouvez donc suivre les différents débats que nous cessons de vous offrir parce que c'est notre devoir. Notre pays vient de traverser encore une fois, malheureusement, une semaine douloureuse avec des pertes importantes en vie humaine, mais aussi en dégâts matériels. Les raisons, vous le connaissez, nous avons connu une marche de protestation, une marche organisée par l'opposition, mais qui s'est mal terminée et qui a connu le débordement, qui a connu le dérive. On a donc enregistré mort d'homme. Par rapport à cela, la question qui se pose aujourd'hui, la nôtre, c'est que va-t-il se passer? C'est la question que vous nous avez posée. Vous nous avez interrogé, vous nous avez posé des questions, vous nous avez écrit. Alors que le dialogue se tient, alors qu'il n'est pas encore conclu, ces incidents graves auront-ils un impact sur l'issue du dialogue? Nous disons oui. La mort d'homme a toujours un impact sur les autres, mais faut-il encore rationaliser cela et lui donner les vraies proportions? Nous sommes donc aujourd'hui pour nous poser une seule et unique question. Les sursauts nationaux, nous pensons, est-ce que c'est encore possible? Voilà la question que nous nous posons. Comment faire pour obtenir ce consensus national autour du processus électoral et organiser les élections de manière apaisée pour avoir finalement des renouvellements de la classe politique et des institutions? Cette question est importante aujourd'hui parce qu'elle intervient après que le processus a été blessé dans son parcours par ce qui a fait pratiquement un arrêt. Pour en parler, ils sont là tous aujourd'hui, très gravement marqués par les événements, mais nous allons faire un effort de rationalité. Nous savons que la douleur est encore là, mais l'effort de réflexion doit toujours nous habiter. Je vais donc saluer les amis qui sont venus, Jérôme Sekana, José Nawej, John Gomboa, Joachim Diana et Bruno Mbolisson. Alors, ma question est ouverte, elle est la première. Nous savons ce qui a été fait au niveau des institutions pour pouvoir gérer ces dossiers de tragédie, parce que c'est une tragédie nationale. Maintenant, nous devons nous poser la question de l'avenir. Quel pourrait être l'impact de ces événements sur le dialogue en cours et comment faire pour que nous puissions obtenir, en fin de compte, ce consensus tant recherché. La question, je la répète, pour que vous puissiez y répondre sans embâche. Voilà, nous allons commencer peut-être par Jérôme. Vous savez, nous devons d'abord commencer par présenter nos condoléances les plus émues aux familles de nos compatriotes qui nous ont quittés. Ce pays, c'est le bien le plus précieux pour nous tous. Et quand je regarde les bilans macabres qu'on nous présente, selon le gouvernement, on est à 32 morts. Selon le Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies, nous sommes à 50 morts. Et selon l'opposition, à 100 morts. Donc ce sont des compatriotes comme vous et moi qui ne font plus partie de cette société et qui ont quitté la terre des hommes parce qu'ils ont été fauchés. Et je pense que l'espoir demeure parce que nous n'avons pas droit à l'erreur, quel que soit ce qui est arrivé. Nous devons nous souder parce que ne pas le faire, c'est sacrifier l'avenir de ce pays, c'est précipiter ce pays vers un chaos indescriptible et peut-être vers la balkanisation que nous tous nous condamnons et que nous n'accepterons jamais.
l'espoir est là. Pourquoi? Parce qu'on sent que même les compatriotes du rassemblement, ils ne sont pas contre le dialogue. Et je voudrais saluer ici les diplomates, l'Église catholique, qui ont multiplié des contacts ces derniers temps pour essayer de faire revenir à la raison. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est les médiateurs. Les amis du rassemblement ne veulent pas de Kojo et ils souhaitent un autre médiateur. Tandis que ceux qui travaillent au niveau de la Cité et de l'Union africaine disent qu'il n'est pas question de faire marche arrière, c'est à eux de pouvoir nous rejoindre. Et les contacts qui sont pris maintenant prouvent à suffisance qu'il y a moyen d'arriver à un consensus, c'est-à-dire réconcilier les points de vue des uns et des autres, parce que ce qui s'est passé, sans toutefois regarder les problèmes dans toutes ses facettes, on sent qu'il y a un problème grave que nous devons résoudre. Nous allons y revenir, Jérôme, mais nous faisons première prise de parole. José Nawej, la même question. Y a-t-il encore de l'espoir pour qu'on obtienne un consensus national avec le poids de ces incidents malheureux survenus le 19 et le 20 septembre? Oui, je crois que les tenants de la philosophie de l'absurde, qui ont toute leur place dans l'univers de la pensée, ont toujours positivé les malheurs. Et quand vous avez vu les événements de lundi et mardi, ces événements-là valident le nécessaire dialogue. C'est tout le paradoxe, c'est un paradoxe apparent, mais en réalité, c'est ça. Parce que ces événements nous interpellent, nous tous, mais nous interpellent sur quoi exactement? Nous interpellent sur le fait qu'on ne peut pas contourner le dialogue. Et le dialogue, pour peu qu'il soit inclusif, doit tenir compte de toutes les forces politiques et sociales représentatives. N'entrons pas dans la rhétorique, etc. Ne nous cachons pas derrière nos petits doigts, ne nous voilons pas la face. L'exercice qui nous concerne maintenant, surtout après ces événements, nous, on en appelait à ça depuis la genèse de cette émission. Et là où on en est arrivé, il faudra qu'effectivement, que le dialogue qui est en cours, il n'est pas question de l'invalider, mais il est plutôt question de le renforcer. Et j'observe avec bonheur que personne n'est opposé précisément à cette consolidation du dialogue qui est en cours. Mais j'aimerais quand même deux mots, parce que la gravité ne devrait pas, à mon avis, nous dédouaner de notre responsabilité de lire les événements et aussi de ne pas rester sur la surface. C'est-à-dire que ces événements, il ne faudrait pas que l'on les dilue dans des interprétations politiciennes, dans la surenchère victimaire, dans le manichéisme ambiant. Il n'y a personne qui est détenteur du vertu, de la vertu plutôt, j'allais dire du vice, et il n'y a personne non plus qui a l'exclusivité du vice. En d'autres termes, c'est que ce qui s'est passé le lundi, ce qui s'est passé le mardi, ça prouve, ça nous montre ce que nous sommes devenus, c'est notre miroir finalement. Le miroir, pourquoi? Parce que précisément, quand vous voyez dans la rue, c'est essentiellement des jeunes. Mais ces jeunes-là... José, vous allez revenir là-dessus. Oui. Mais ce sera vraiment dans la deuxième partie, rapidement. Oui. Mais là, ce que vous avez dit est important. Oui. Les événements arrivés, vous les positivez. Oui. Vous estimez que ces événements valident même le dialogue. Valident le dialogue. Et vous, oui. vous plaidez pour que ce soit un dialogue inclusif. Tout à fait. Je reviendrai à vous. Prenez l'exemple du miroir. Je voudrais rentrer chez Bruno Mbolisson, que je salue. Son interprétation et sa lecture. Merci beaucoup, Willy. Je crois que
nous avons tous de la peine en tant que Congolais de scruter, même en tant que journaliste, les événements qui se sont passés le 19 et le 20 septembre, parce que ceux dont la vie a été abrégée, ceux qui sont tombés, ne devraient pas mourir. Ils avaient encore la possibilité de prolonger leur vie et de rester sur la surface du sol. Malheureusement, ils ont été fauchés. Et il faut condamner la violence. Il faut refuser la violence, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine. Je suis content, je me félicite de la démarche entreprise depuis quelques heures par les ambassadeurs de la communauté internationale, essentiellement des pays occidentaux, qui, cherchant à rencontrer les différents responsables, que ce soit de la majorité présidentielle de l'opposition, insistent sur la nécessité de renforcer le dialogue, de renforcer l'inclusivité du dialogue et sur la responsabilité pour les acteurs politiques de faire preuve de retenue. Les événements du 19 et du 20 septembre nous ont donné une leçon, et je crois que la leçon est plus attirée du côté des opérateurs économiques et politiques, qu'il faut bien gérer la masse. Il faut bien gérer les militants parce qu'on a comme l'impression que la foule, on a comme l'impression que le public, que la population, que le peuple, que les militants, tout ce que vous voulez remplacer, peuvent avoir des agendas beaucoup plus supérieurs ou des revendications beaucoup plus supérieures au canevas tracé par les leaders. Et ça, c'est extrêmement important. Nous allons revenir au miroir tout à l'heure. Merci quand même d'avoir répondu à cela. Vous condamnez la violence et vous félicitez déjà l'effort qui est fait pour rapprocher les points de vue. Merci. Joachim Diana. Ah oui, moi je suis totalement déçu. Je constate que nous avons, nous Congolais, encore une fois, failli à notre promesse, à notre engagement. Le premier engagement se trouve dans notre hymne national et pour des bons, prenons le plus bel élan. On a constaté qu'en 1960, nous n'avons pas pris ce bel élan. Mais après, on l'a regretté. Nous nous sommes retrouvés à la conférence nationale, prenons le plus bel élan. On ne l'a pas pris. Nous nous sommes retrouvés au dialogue intercommunal, prenons le plus bel élan. On ne l'a pas pris. Nous sommes cette sorte d'albatros qui a du mal à voler, à prendre de là. Et là, par la faute peut-être du système qu'on nous a mis, le système, ceux qui connaissent un peu d'informatique, le système d'exploitation qu'il y a à nous, avant qu'il y ait des pilotes à gauche, à droite, mais il y a un système de fond. Ce système-là que nous avons n'est pas notre système. Ce système-là n'est pas l'âme congolaise. Mais du moment où nous nous sommes mis en système, qui nous met dans ce que nous appelons la modernité, la première chose à faire, c'est d'être devant un jeu et de nous mettre d'accord. Si nous jouons la carte, le jeu de cartes, pour jouer le jeu de cartes, pour que ce soit un heureux exercice, il faut vous mettre d'accord sur les couleurs des cartes. Qui est joker, qu'est-ce qui n'est pas joker. Nous devons nous mettre d'accord. Et puisque, là aussi c'est notre responsable, nous nous rendons compte que nous ne nous mettons pas d'accord sur les couleurs des cartes. Mais nous devons tenir compte des atouts de l'un et de l'autre. Moi, quand je sais que celui-là, les atouts qu'il a, c'est plus que le mien, ou alors les atouts, nos deux atouts, peuvent mettre le pays à feu à sang. Aujourd'hui, je me demande, il y a des familles de la majorité, les familles de l'opposition de la société qui sont endeuillées aujourd'hui. Alors c'est pour dire que ce recul en arrière que nous avons fait, je pense qu'il faut l'arrêter. Et pour l'arrêter, il faut que nous fassions un effort personnel, l'effort de connaître ce que nous faisons. Nous là, pour être journaliste, nous faisons effort, nous avons une déontologie, nous avons ceci, nous faisons effort pour l'appliquer tant soit peu. Mais quand vous êtes politicien, mais appliquez le b.a.-ba de la politique. Ah, la France, ah, les États-Unis, ah, aujourd'hui les élections. Les États-Unis vont aux élections bientôt. Est-ce qu'il y a de crise là-bas? La France, bientôt, Hollande sera fait mandat. Est-ce qu'il y a de crise là-bas? Non. Nous devons réellement nous inspirer du modèle que nous suivons. Merci Joachim. John Ngomboa, nous sommes sur la première question. Oui. Je présente donc mes hommages déjà aux familles éprouvées par rapport à ces tristes événements du lundi et mardi.
et à ceux qui ont aussi perdu leurs biens, parce qu'on ne les dira jamais assez, il y a eu une destruction du tissu économique de manière évidente à partir de ces événements-là. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour avoir une pensée pour d'autres morts, maintenant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission à Kananga, au Kasaï central, pour d'autres raisons que ce qui s'est passé à Kinshasa. Trop, c'est trop. Il est grand temps que des vies soient, qu'on arrête que des vies soient fauchées de manière aussi hasardeuse. Alors, il nous faut un sursaut national. Il est important qu'on ait un sursaut national dans ces pays parce que à partir du moment où nous renonçons au vouloir vivre en commun, nous pouvons aussi renoncer à notre existence en tant qu'État. Alors, il est important, aujourd'hui, on a évoqué ici une sorte de manichéisme. Les chefs des mouvements ou majorité opposition devraient arrêter de se considérer d'abord comme des chefs des bandes. Ce n'est pas des chefs des troupes. Ils ont une responsabilité étatique qui nécessite une sublimation. Aller au-delà de ses propres intérêts. J'ai l'impression qu'on est en train d'assister à un mauvais jeu de dames, ici. Un jeu de dames où on veut se damer les pions. Mais je voudrais le retourner dans l'autre sens. Il y a un jeu de dames très connu ici dans notre pays qu'on appelle qui perd gagne. Il faudrait que les leaders acceptent de perdre pour gagner. Les leaders de part et d'autre. Parce qu'on est dans une position où plus personne ne veut faire les pas vers l'autre. En allant vers l'autre, on a l'impression que on va perdre ses avantages, on va perdre sa stature. Or, il faudra bien qu'on en arrive là, qu'on joue au qui perd gagne. C'est très important dans cette phase ici de notre vie en tant que nation. Merci John Gombois. Merci si vous venez de nous rejoindre à Espace Républicain. Nous sommes bel et bien dans cette émission, nous parlons des événements qui se sont déroulés, mais nous essayons d'en tirer les leçons, mais surtout aussi, et c'est ça notre obligation morale et intellectuelle, d'arriver à tracer un chemin par la réflexion de ce que l'avenir nous réserve, parce que notre émission aussi a aussi cette dimension de prospective. Alors, cette première partie, je retiens deux choses. C'est que, d'ailleurs, l'image vient de Joachim Diana quand il dit « Nous sommes comme l'albatros », c'est cet oiseau qui veut bien voler, mais qui ne parvient jamais à s'envoler. Et j'ai retenu aussi que l'espoir demeure en disant, en parlant, en faisant référence aux propos de Jérôme Sekana, que l'espoir demeure, mais cet espoir doit être construit, il faut qu'il y ait des efforts. Je reviens à l'image que nous sommes devenus aujourd'hui. La violence est rentrée, alors que nous avons fait tout ce qui devait être fait pour que la passation de pouvoir, l'accession à des responsabilités se fasse de manière démocratique et pacifique. Alors, notre société est devenue aujourd'hui une société relativement violente, dans les propos, dans les états d'âme et dans les attitudes. Ma question maintenant pour la deuxième partie, c'est que, elle a deux parties, hein, vous allez répondre parce qu'on n'a souvent pas beaucoup de temps de tout développer. Comment obtenir ces consensus de manière concrète aujourd'hui? Faut-il demander par exemple aux facilitateurs de se mettre à l'écart comme étant son apport à l'inclusivité? C'est une question que peut se poser. Est-ce qu'il faut demander aux doyens en disant voilà, tel que les choses se positionnent aujourd'hui, peut-être qu'il faudra que l'on puisse mettre un autre facilitateur. Cette question peut-elle résoudre l'inclusivité? Je vous la pose. Deuxième question, toujours par rapport à vous, comment sommes-nous arrivés à faire revenir aussi rapidement les questions des violences? Violences verbales qui amènent justement à la violence physique. Parce que les propos qui sont tenus dans les télévisions par les hommes politiques, les uns envers les autres, les uns contre les autres, c'est des propos violents. Et ces propos violents ont fini par fabriquer une forme de masse critique qui a basculé vers la violence. Je vous ai posé deux questions, je vais commencer par Diana, et puis on va revenir vers vous. Faut-il aujourd'hui considérer
pour le chemin critique de l'inclusivité, le départ du facilitateur comme étant un préalable? Je pense que la solution au problème congolais, ce n'est pas de résoudre des faux problèmes. Je suis d'avis de beaucoup de gens, qu'ils soient de la majorité de l'opposition, ils savent que le problème de facilitateur, c'est un faux problème. On peut faire partie le problème. Si on veut résoudre le vrai problème. Vous savez, j'ai toujours rappelé, lorsque nous étions à San City, vous en êtes témoin, les femmes congolaises qui étaient là-bas, les caucus femmes, avaient publié un document qu'ils nous ont distribué dans la salle, que je garde encore jusqu'à aujourd'hui, qui ont dit les politiciens congolais, lorsqu'ils sont devant, autour d'une table, chacun prend son vrai problème, il les cache sous la table. Et ils discutent sur les positions. Le geste à faire aujourd'hui, que chacun prenne son vrai problème, il les mette, qu'il soit hideux, honteux et insensé, mais qu'ils les mettent sur la table, que les autres voient ce problème dans toute sa nudité, sa laideur. Et qu'on le critique et qu'ils comprennent que mon problème est mauvais, ils le savent. Mais les gens abandonnent le vrai problème, on tourne autour. Les morts là, ce n'était pas sur un vrai problème. Tout ce que nous avons commis, sur des positions, sur des astuces, on se tend des pièges, ce n'est pas normal. Alors, faire partir alors, je dirais ceci. Si on voudrait que le facilitateur coach de l'Union africaine parte, mais qu'on revienne à une modération congolaise. Moi, je pense que ça serait la solution, ça serait un retour vers nous. Ça serait une façon de sauver la situation. Mais si on doit partir d'un facilitateur international à un autre facilitateur international, moi, j'ai honte en tant que nationaliste. Merci beaucoup. Bruno, on prend la parole aux deux questions. Parce que Dieu n'a pas répondu à la deuxième question, mais je crois qu'il va y revenir sur le retour de la violence, qu'elle soit verbale, maintenant et physique. Je crois que, nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé. L'autre fois, je crois, je ne sais pas, dans la 4e émission, nous avons dit que la responsabilité par rapport à la situation du pays aujourd'hui est verticale, depuis les sommets jusqu'à la base. Je voudrais m'inspirer d'un proverbe malgache qui dit que ceux qui ne savent pas tirer les leçons de leurs erreurs actuelles, ou ceux qui ont peur de surmonter les obstacles qu'ils rencontrent maintenant, ils commettront dans l'avenir les mêmes erreurs et ils auront les mêmes obstacles avec plus d'intensité. Donc, les acteurs politiques doivent retenir qu'après le 19 septembre ne devrait pas être comme avant le 19 septembre, ne devrait pas être comme après le 19 septembre. Il y a quelque chose qui doit bouger. La question de la facilitation, je n'en sais pas trop, mais je voudrais que ça soit une volonté de la part du facilitateur lui-même, qui a reçu une mission de faciliter les rapprochements entre l'opposition et la majorité, et dans une certaine mesure la société civile, parce qu'il y a eu déficit de confiance. Et si à la fin de ses bons offices, il n'atteint pas son niveau, je crois que de lui-même, il peut en toute élégance dire que j'ai échoué. Il n'est pas obligé. Ici, il y a des aspects où on peut être prophète, on peut être n'importe, on peut avoir des limites. Il peut passer la main. Mais s'il obtient aujourd'hui à faire redémarrer le dialogue, s'il obtient à ce qu'il y ait des conclusions suffisamment séduisantes par rapport à ceux qui sont en dehors du dialogue, je crois que ce serait une avancée significative pour ces facilitateurs qui pourraient continuer. Parce que aujourd'hui, même quand vous entendez les diplomates occidentaux, ils savent que ça peut être difficile pour ceux qui sont à l'extérieur du dialogue, de rejoindre le dialogue, s'il n'y a pas de signaux forts. Mais si déjà, malheureusement, il faut regretter ce qui s'est passé le 19 ou le 20, parce qu'il y avait déjà un élan vers l'atterrissage du dialogue, ne fût-ce qu'à ce format-là. Mais s'il y avait dans ce format-là des conclusions, par exemple un calendrier ou un projet de calendrier assez clair avec un chronogramme assez contraignant par rapport au gouvernement qui devait libérer les moyens, je crois que ça pouvait donner une lueur d'espoir. Deuxièmement, vous avez posé la question de la gestion de langage, de comportement. C'est vrai, nous avons observé beaucoup d'escalade verbale au niveau des médias, au niveau des acteurs politiques. Il faudrait qu'à un certain moment, comme l'ont dit les autres, on sache que nous n'avons que ces pays, et si le pays est embrasé, ça sera difficile, la situation sera confortable. Je voudrais dire un mot par rapport au pillage. Quelle que soit l'origine, Willy Kalengai, dans ces pays, nous avons connu le pillage de 91 et de 93. Nous ne sommes pas politiciens, mais nous savons compter les événements. L'immédiat ici, c'était une succession des industries. 25 ans après, 26 ans après, les industries n'ont jamais été ressuscitées. Donc il faudrait qu'en tant que Congolais, nous fassions très attention. Nous avons la chance de voyager dans d'autres pays. Nous connaissons l'écart entre la RDC, par exemple,
et l'Afrique du Sud. Donc si on se lance dans une spirale de pillage, je pense qu'on pourra travailler, on pourra changer de gouvernement de l'Union nationale, mais pendant 50 ans, nous n'atteindrons jamais les retards que nous avons et ça sera Merci beaucoup. très dangereux. John Gomba. Oui, le départ du facilitateur est, j'allais dire, est une contingence, dans la mesure où je ne donne pas personnellement un rôle majeur aux facilitateurs. Je l'avais déjà dit sur ce plateau, je les considère comme un catalyseur dans une réaction chimique. Alors, est-ce que les facilitateurs a-t-il un agenda personnel? Je ne crois pas trop. Cet homme est pris en sandwich par les groupes de soutien. Ce n'est pas des enfants des cœurs, les groupes de soutien. Donc, on ne peut pas subitement lui donner plus de pouvoir qu'il n'en a. C'est-à-dire que si les Congolais considèrent qu'ils peuvent se parler sans forcément recourir à un facilitateur, ou bien en prenant un autre, ils sont libres, parce que si Kodjo a été invité, c'est parce que il n'y avait pas confiance entre les deux parties. Donc moi je considère que le facilitateur, bon, c'est une occurrence, on voudra ou non, mais je ne lui donne pas un rôle plus important que la volonté des Congolais de pouvoir se parler. Alors, je voudrais dire un petit mot sur l'inclusivité. Aujourd'hui, moi, elle me pose un problème de conscience. L'inclusivité est considérée aujourd'hui comme étant un problème de quantité. Mais on oublie aussi que l'inclusivité doit impliquer la qualité. C'est-à-dire que si c'est qu'on peut dire à 1000, on le dit aussi à 100, ben pourquoi pas. Non, alors, ici c'est un problème de... Quand on parle de... C'est pas quantité, on parle de force. Représentativité. Représentativité. Donc oui, oui, mais nous sommes dans le nombre. Le poids des forces. Nous sommes dans le nombre parce que... Et pour être plus précis, ne pas avoir le langage de bois, c'est que on parle du rassemblement. Voilà. Voilà. Le rassemblement est en dehors du dialogue et ça pose problème. Oui, effectivement. C'est d'étudier comment, par quel mécanisme les rassemblements peuvent venir au dialogue ou sinon comment organiser, dans quelles conditions le faire. Oui, je pense que nous avons raté effectivement un tournant avec le rassemblement. Moi, je voulais tourner la question autrement. Est-ce que les préoccupations du rassemblement peuvent être évoquées sans que les rassemblements soient là? Ça, c'est aussi une façon de voir, parce que nous avons l'obligation de rester objectifs. Bon, pour le retour à la violence, on constate malheureusement qu'il y a une forme d'intolérance qui commence à prendre de plus en plus place dans la scène politique. Elle est érigée en mode de vie. C'est tout à fait malheureux parce que ce pays est une grande richesse, même en termes d'individualité. Nous devons profiter de la richesse de notre diversité. Ne pas considérer que l'autre, parce qu'il a un point de vue différent du mien, il devient automatiquement mon adversaire. Donc, il faut que nous revenions de ce point de vue au basique de la démocratie. La tolérance et accepter l'autre dans la différence. Merci. Jérôme? Oui, comme je l'ai dit tantôt, moi je crois en la capacité que disposent nos politiques à pouvoir se dépasser. Aux dernières nouvelles, et d'après certaines indiscrétions au niveau du rassemblement, et c'est la tête des Kodjo qui ne les plaît pas. Il souhaiterait qu'il y ait un ancien chef d'État qui pourrait assumer cette fonction. Mais là, il y a aussi un problème. Est-ce que ce chef d'État pourra être accepté de l'autre côté? Est-ce que je ne veux pas rejoindre mon ami Diana qui disait que même si on fait venir Jésus, il y aura toujours, comme médiateur, il y aura toujours des gens qui vont récuser. Et c'est ça la grande équation. Il cherche à résoudre non seulement les calotins, mais également la communauté internationale. Mais ce qui est vrai est qu'il y a moyen de rapprocher les vues et la non-inclusivité du dialogue qui se tient aujourd'hui à la cité de l'OIA dérange tout le monde, y compris nos compatriotes qui sont à l'intérieur, parce que chaque fois quand ils s'expriment, ils invitent les autres à les rejoindre. Quand vous suivez les ministres de la communication, il a dit la même chose. Et de leur côté, ils disent nous sommes prêts à venir à condition que Kodjo ne soit pas là et encore il faut qu'on ait un dialogue, vous constituez un bloc et nous constituons un bloc. Donc, sur ce point-là, je suis convaincu que
nos amis, le message, ce qui s'est passé le lundi et le mardi, interpelle tout le monde, y compris les amis du rassemblement. Donc, je ne pense pas qu'ils puissent monter les enchères pour essayer de bloquer les dialogues, parce que c'est à travers ces dialogues-là que nous aurons des solutions durables et solides pour notre pays. Mais je voudrais revenir à quelque chose de très important, parce que j'ai suivi ce matin Georges Kapiamba, qui est le président de la CAGE, qui a dit quelque chose de fondamental. Nous condamnons, nous tous, le pillage qui nous fait reculer, parce qu'on a détruit les tissus économiques. Mais il faudra que la justice soit juste. Hein, et que cette justice ne puisse pas
invoqué ici, je le vois, eux, ils sont prêts à concéder. C'est-à-dire qu'il y avait des ambitions personnelles, probablement, en rapport avec ces dialogues auxquels il faudra peut-être renoncer, ne serait-ce que pour la République. Après, je voudrais rentrer un peu dans l'histoire, pour rappeler que il y a eu à Sun City un accord qui avait été appelé accord des Cabanas. Des cascades plutôt. Accord des cascades. Mais cet accord, certes c'était un accord morné, mais il a eu l'avantage de faire accélérer la machine pour qu'on arrive à l'accord des Sun City. Moi je suis en train de considérer un peu ce qui se passe à la cité des l'OIA, plus ou moins comme étant l'accord des cascades, qui préfigure un accord définitif. Merci, José. Oui, moi il y a quelque chose qui me gêne, il faut que je le dise, sinon si je ne le dis pas, je risque d'en rajouter le drame au drame. Nous sommes déjà en plein drame. Ce qui me gêne, c'est que nous parlons, nous tous, pas seulement ici, même ailleurs, comme si on avait affaire à des acteurs autonomes de bonne foi. Nous devrions d'abord revenir à ça. Donc la première concession, à mon avis, c'est que chaque acteur majeur doit se délester des agendas qui sont contraires à l'intérêt général. C'est ça dont nous souffrons. Nous devrions savoir, vous savez, quand vous allez chez le médecin, mais il ne faut pas lui cacher votre maladie. Et quand vous êtes un bon médecin, quand vous faites un diagnostic, vous devez déterminer la vraie maladie. Parce que si le diagnostic est mal fait, la thérapeutique, par définition, sera mauvaise. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous devrions nous dire les choses telles qu'elles sont. Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis que ce pays est pays, en tout cas depuis que nous le commentons chaque jour, notre drame fondamental, c'est ce qui explique les épiphénomènes comme Kodjo aujourd'hui, Massire hier. C'est que nous posons des actes par procuration. Ce n'est pas nous qui posons les actes. C'est ça les malheurs, cher ami Willy. C'est que la concession majeure que nous devrions faire nous tous, c'est de réfléchir par nous-mêmes pour nos intérêts, c'est de déterminer quel est notre intérêt général. Quand nous parlons de la facilitation de la communauté internationale, un bien curieux assemblage, communauté internationale. Mais nous devrions savoir aussi que cette communauté internationale, ce n'est pas la Guinée-Bissau, ce n'est pas le Burkina Faso. Nous devrions nommer les choses. C'est un certain nombre des pays occidentaux qui, depuis l'indépendance, disons, régentent la chose politique dans notre pays. Est-ce que le dire, c'est faire des révélations? Ce ne sont pas des révélations. Mais maintenant, c'est ça qui doit cesser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces dialogues-là, si c'est l'intérêt général qui est en jeu, Willy, rien ne vaut le pays. Si c'est l'intérêt général qui est l'enjeu majeur, l'intérêt de ce pays, rien ne vaut cette unité du pays. Rien ne vaut cette paix. Mais si nous continuons à faire ce que nous faisons, et chacun, on le tire par derrière, il y a un tireur de ficelle qui lui dit fais ça, un tireur de ficelle demain qui dit prenez Goma, on prend Goma. Maintenant notre intérêt c'est que vous lâchez un peu Goma. Je pense à nos guerres business que nous avons connues. Mais c'est ça notre problème. Nous devons revenir à notre problème. Donc la première concession, il faut que chaque camp, chaque acteur majeur se déleste de son maître à penser. Ça me semble important. Je le dis peut-être brutalement, mais c'est ça, les fameux agendas cachés. Ce ne sont pas nos agendas. Comment voulez-vous? Nous sommes l'un des rares pays, l'un des rares peuples, à penser que non, la communauté internationale est là pour nos beaux yeux. Non, à la communauté internationale, c'est une compétition. Pour être compétitif, il faut identifier ses intérêts soi-même. Si vous n'identifiez pas vos intérêts vous-même, eh bien, les autres vont substituer à vos intérêts les leurs. Et nous sommes là, et c'est ça notre drame. Vous les avez finis? Oui, en tout cas, c'est quand même rare. Oui. C'est quand même calme, ça. Merci beaucoup, donc, les amis. Je comprends que notre pays a besoin de nous. Il a besoin de nous en tant que journalistes, parce que nous faisons notre métier de commenter l'actualité, de donner les éléments d'information. Mais Congolais beaucoup plus parce que nous devons sauvegarder le bien que nous avons en commun, qui est notre nation. Alors,
Peut-être qu'un dernier mot, vous allez avoir chacun peut-être quelques secondes. Si quelqu'un a besoin de dire un mot, il peut le demander, mais sinon, je peux conclure. Voilà. Oui, juste je un voulais dernier mot, dire vraiment un dernier mot. Oui, vraiment un dernier mot en ce qui concerne le retour à la violence. Je constate que si on ne connaît pas l'histoire, on croit vraiment que le Congo commence aujourd'hui. Mais curieusement, on constate qu'on n'arrive pas à créer le cercle vertueux. On est dans le cercle vicieux. Les gens pensent, oh, en 1961. Et après, on arrive de 90 jusqu'au jour, on commet la même. Et aujourd'hui, voilà, en plein 21e siècle, nous partons du 20e siècle à 21e siècle en faisant les mêmes choses. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le sens de l'histoire. On pense que nous, c'est particulier, ça ne peut pas. Il y a des gens qui disaient ici, ah, quelle violence? On parle de violence, quelle violence? Nous l'avons vécu. Quand nous disions ici, les pillages, vous voyez que c'était limité. Mais qui vous a dit qu'il y aura violence? Nous l'avons vécu, les pillages, nous les avons vécus. Donc, nous pouvons devenir la Libye, nous pouvons devenir l'Irak, nous pouvons devenir la Syrie, nous pouvons devenir la Somalie demain. Et ça, nous devons en tenir compte. Merci. On ne souhaite pas, mais je prends garde. Merci. Alors, Jérôme, rapidement. Moi, je voudrais demander à nos amis du Rassemblement, et surtout à ceux qui jettent des tracts partout, de ne plus le faire. Ce que nous venons de perdre, c'est déjà beaucoup. Nos enfants n'ont pas étudié depuis une semaine, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a certains enfants qui sont encore à la maison. Et je voudrais que la majorité présidentielle fasse un effort pour, franchement, ouvrir les opportunités à l'autre camp et qu'il y ait un compromis. Les efforts que mènent aujourd'hui, que ce soit la CENCO, que ce soit les ambassadeurs et même la société civile sont à encourager. Saisissez cette opportunité-là, ne la lâchez pas. Oui, Momo, c'est notre pays et notre culture sont faits des symboles. Je pense qu'aujourd'hui, si Tshisekedi et Kabila, ou si Kabila et Tshisekedi, oui, au-delà des agendas, des faucons qui les entourent, peuvent se donner la peine de se rencontrer, je crois que ça décrisperait énormément. Merci John. Merci, on nous reste une minute. Moi, je voudrais plutôt lancer un appel en direction des médias, des professionnels des médias que nous sommes. Faisons un effort pour éviter toute escalade ou tout discours de stigmatisation. Ça peut venir des opérateurs politiques qui donnent des frais de diffusion et tout, mais faisons un effort pour élaguer des partis pointus, des partis qui peuvent demain ou après demain allumer le feu, ce n'est pas bon. Et le ministère de la Communication et des Médias, les hauts conseils de l'audiovisuel de la communication, le CESAC, a un travail à faire là-dessus pour sauver la nation. C'est extrêmement important. Merci beaucoup Bruno Mbolisson, merci beaucoup Joachim Diana, merci beaucoup John Gomboa, José Nawej, merci beaucoup, et Jérôme Sekana. Merci aussi à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour cette émission. Je voudrais dire simplement un mot pour conclure, c'est que le peuple demande à sa classe politique de lui trouver un chemin de paix, un chemin de prospérité. Aujourd'hui, la communauté internationale, entendue comme étant les puissances qui gouvernent le monde, nous demande de nous entendre sur les grands enjeux de notre pays. La classe politique elle-même, quand elle est vue séparément, elle aussi, elle exige ces consensus. Donc, il n'y a fondamentalement pas de raison que nous n'ayons pas ces consensus et que nous ne vivions pas dans la paix. Alors, cette paix à laquelle nous tous nous aspirons ne pourra être que le produit de ce que nous avons dit ici, renoncer à nos agendas personnels pour que triomphe l'intérêt général. Je voudrais ici saluer quelqu'un qui nous a écrit, qui nous a encouragés, parce que cette émission est vraiment suivie, et je rappelle ce que j'ai dit au début. Vous pouvez aussi la suivre sur YouTube, cette émission Espace Républicain. C'est Monsieur Bonané Ngazi qui nous a écrit un mot très gentil, nous encourageant, lui qui est secrétaire général du gouvernement, mais un ancien confrère journaliste, on l'est toute sa vie, qui a encouragé tous les républicains sur ce plateau pour dire ce que vous le faites bien, faites un effort pour pouvoir rehausser les débats et le maintenir au niveau de la République. Merci de votre patience, écrivez-nous et à la prochaine. Merci.